Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous parlerons aujourd'hui de l'utilisation de périodes historiques difficiles dans la fiction et de leur représentation. J'aurais pu parler de différentes périodes historiques parce qu'il y en a beaucoup qui sont utilisées dans la fiction. J'ai décidé de me concentrer sur la Shoah parce que j'ai remarqué certaines choses en particulier sur cet événement historique-là. Cette vidéo n'est pas une vidéo exhaustive, ce sera plutôt une base de réflexion avec mes réflexions personnelles, des choses que moi personnellement j'ai remarquées, mes idées. Je me concentrerai dans la vidéo sur la fiction, donc films et livres, et je laisserai de côté les documentaires. J'imagine que les documentaires peuvent être problématiques aussi, peut-être pour des raisons différentes, en tout cas ce ne sera pas le sujet de la vidéo. On se concentrera vraiment sur la représentation de la Shoah dans la fiction. Le sujet de la vidéo, c'est de se demander: est-ce qu'il est approprié d'utiliser un événement historique tel que la Shoah comme inspiration pour une fiction, comme base pour une fiction? Si oui, dans quel contexte? Et de savoir, est-ce que cette utilisation-là, cette représentation qui est faite dans un univers fictionnel, est-ce que ça banalise cet événement-là? Lorsqu'on mêle fiction et histoire avec un grand H, il y a plusieurs niveaux. Il peut y avoir des fictions qui se basent sur une période historique. Donc on va utiliser certaines dates, mais par exemple les personnages n'ont jamais existé. Et il y a des fictions qui vont raconter l'histoire d'une personne qui a réellement existé et qui peut-être va combler les trous en fictionnalisant, mais qui va se baser vraiment sur quelque chose qui s'est vraiment passé. Donc une fiction peut plus ou moins coller à des faits historiques. Les deux premiers exemples dont j'aimerais vous parler, ce sont deux films que vous connaissez certainement: Le pianiste et La liste de Schindler. Ces deux films racontent l'histoire de personnes qui ont réellement existé. On nous raconte ce par quoi elles sont passées, donc tous les traumatismes qu'elles ont eu. Donc ce sont des films qui sont quand même bien renseignés, qui essayent de coller à l'histoire et qui ont aussi pour but de nous donner des informations concernant des choses qui se sont réellement passées. La différence avec un documentaire, c'est que dans ces films-là, il y a un aspect divertissant qui est très important, qu'on n'a pas forcément dans un documentaire. Même s'il n'y a pas vraiment polémique autour de cet aspect divertissant, je pense que c'est important d'en parler parce que les personnes qui regardent ce genre de film, bien sûr en partie on les regarde parce qu'on a envie de savoir, on a envie de se renseigner, mais c'est pas le seul et unique but, le but ultime, parce que sinon on regarderait tout simplement un documentaire. Après, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que avoir ce côté un petit peu divertissant, ça peut attirer certaines personnes qui auraient pas vraiment envie de regarder un documentaire, qui se disent ouais, ça va peut-être être un peu plus sec, donc qui seraient plus attirés par ce genre-là et qui leur permettrait de s'intéresser à un événement historique important. Et en plus de ça, on a une connexion en rapport aux personnes dont on raconte l'histoire qui est vraiment différente dans un film. On se sent, je pense personnellement, plus proche d'elles que quand on regarde un documentaire. Un exemple de livre, c'est Wo wir zu Hause sind de Maxime Léo, qui a été traduit en français par Là où nous sommes chez nous, je crois. Quelque chose comme ça, je remettrai le titre dans la barre d'infos. En tout cas, je recommande absolument ce livre. Donc l'auteur Maxime Léo raconte l'histoire de sa famille juive, donc pas forcément sa famille proche, mais aussi toutes les branches autour. En fait, sa famille a été un peu éparpillée, sa famille directe est revenue à Berlin dès que possible, mais d'autres personnes de sa famille sont parties dans d'autres pays, donc il va raconter leur histoire, donc pourquoi ils sont partis on s'en doute, mais ensuite ce qui s'est passé, comment ils ont évolué, comment ils se sont retrouvés maintenant en fait, récemment. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et qui a été, je pense, assez bien reçu. J'ai vu aucune critique négative concernant ce livre. C'est intéressant parce que c'est vraiment un mélange un peu entre un mémoire, une saga familiale, une fiction historique, et c'est écrit de manière vraiment très fluide, donc ça se lit vraiment très vite. Moi j'étais complètement happée par ce livre, donc encore une fois je vous le recommande. Il y a une scène en particulier qui m'avait marquée dans ce livre, je ne vous dis pas ce qui se passe exactement, je vous laisse découvrir le livre, où je me suis dit, si ça avait été un livre de fiction, je pense que les gens auraient été très choqués. En tout cas, moi personnellement, j'aurais été un petit peu choquée qu'on raconte ça. Là, le fait que ce soit pas de la fiction, le fait que ça soit
quelque chose qui se soit réellement passé, j'étais juste extrêmement surprise. Mais ça montre bien qu'il y a certaines limites auxquelles la fiction fait face quand elle veut parler d'une période historique difficile. Mais j'y reviendrai un peu plus tard avec d'autres exemples qui ont été reçus de manière un peu moins positive. En tout cas, un dernier mot concernant ce livre, le ton est jamais exagéré, il y a jamais, ça va pas dans le pathétique, le trop romantique, c'est jamais exagéré, c'est vraiment toujours bien mesuré et je pense que c'est pour ça aussi en partie que ce livre a été réussi. Il y a eu des moments où j'ai envie de pleurer, mais pas parce que le ton était trop exagéré, mais tout simplement parce qu'il y a eu des choses un peu difficiles dans ce livre, mais c'était quand même avec un ton qui était approprié. Je viens de vous donner l'exemple d'un livre qui a été bien reçu, je n'ai lu personnellement que des critiques positives à l'égard de ce livre, mais il faut savoir que se baser sur des faits réels, raconter une histoire qui s'est réellement passée, ce n'est pas forcément la garantie qu'un livre sera bien reçu. Et un exemple en particulier qui m'a pas mal marqué, étrangement, le livre a été traduit en français, mais j'en ai pas trop entendu parler dans la presse française, mais plutôt dans la presse allemande. C'est le livre Stella de Takis Würger, je ne sais plus, mais je mettrai le nom dans la barre d'infos. C'est un livre qui raconte l'histoire vraie d'une jeune fille qui s'appelle Stella et qui est juive allemande. Son identité a été découverte par la Gestapo et ils lui ont dit « Si tu veux que ta famille et toi soient en sécurité, il va falloir que tu dénonces les juifs qui se cachent. » Donc c'est quand même une histoire un petit peu compliquée. Non seulement l'histoire est compliquée, mais le sujet en Allemagne est quand même, je pense, particulièrement sensible, même si certaines jeunes personnes disent que non, j'ai l'impression que c'est quand même une chose qui est toujours assez sensible en Allemagne. Et ce livre a reçu des critiques qui étaient vraiment très diverses, donc positives et négatives. Je prends mes notes pour citer le titre d'un article, d'une critique de ce livre qui est paru dans Süddeutsche Zeitung. Donc c'est vraiment un journal important en Allemagne. C'est pas un petit journal. Et le titre c'était Ein Ärgernis, eine Beleidigung, ein Vergehen. Donc un scandale, une insulte, un délit. Je vous mettrai le lien de l'article si ça vous intéresse. Mais si vous parlez pas allemand, un court résumé. Donc en gros l'auteur nous dit qu'il trouve le livre indigne, autant pour la mémoire de la Shoah que pour Stella elle-même. Il critique le ton qu'il trouve complètement inapproprié et il semble qu'il critique aussi le sujet du livre. Pas en tant que tel, mais le sujet du livre en relation avec le style du livre. Et il parle même dans l'article, donc je cite, d'exploitation du passé. Je reprends maintenant mes notes pour vous citer un article qui a été plutôt positif, ou en tout cas, j'ai pas pu lire l'article malheureusement, mais j'ai trouvé une citation de cet article sur un autre site et je mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc c'est paru dans Die Welt, qui est aussi un grand journal en Allemagne, où l'autrice de l'article nous dit « Ist dieses Buch schlecht, weil es unterhält ?» Donc est-ce que ce livre est mauvais parce qu'il nous divertit? Je pense que c'est une réflexion intéressante, donc on a un petit peu touché du doigt à cet aspect-là, l'aspect divertissant d'une fiction qui a pour sujet une période aussi difficile et traumatique que celle de la Shoah. Et pour moi, ça va toujours dans cette idée de la forme et du ton dans lequel on parle de ces événements-là. Et concernant cette question du divertissement, il y a vraiment deux points de vue, de perspective qu'on peut tout à fait comprendre. La première qui serait de dire c'est scandaleux en fait d'utiliser un événement tel que la Shoah comme divertissement. Et la deuxième qui nous dit oui mais le divertissement va peut-être intéresser plus de gens et va peut-être faire en sorte d'éveiller la curiosité chez plus de personnes que si c'était par exemple un documentaire. Je ne m'étendrai pas trop sur ce livre-là parce que tout simplement je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vraiment donner mon avis personnel. Je mettrai la page Wikipédia de Stella dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez regarder un petit peu qui c'était, ce qu'elle a fait, ce qui s'est passé. Mais tout ça pour vous dire que ça a été vraiment quelque chose d'assez important quand le livre est sorti. Son histoire a été aussi adaptée au cinéma et au théâtre, il me semble.
et il y a eu une plainte déposée contre la maison d'édition. J'ai pas vraiment pu trouver d'article après qui disait comment ça s'est développé, ce qui s'est passé après cette plainte, mais en tout cas le livre est toujours en vente. Un autre roman dont j'aimerais vous parler, qui est sorti récemment, qui a fait polémique, c'était Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris, je prononce certainement mal, tant pis. Et ce qui a choqué, une des choses qui a choqué dans ce livre, c'était tout d'abord la couverture. Alors, je vous mettrai une photo de la couverture pour que vous puissiez vous faire une idée. En fait, je peux voir que l'équipe d'édition a travaillé pour faire quelque chose de relativement soft, de faire quelque chose de pas trop déplacé, mais je peux comprendre que ça ait choqué parce que tout simplement la couverture reprend certains codes de livres romantiques de divertissement, ce qui ne colle pas du tout avec le contexte historique dans lequel l'histoire se passe, et je peux tout à fait comprendre que ça ait choqué des personnes. Je mets dans la barre d'infos un article en français qui est très court mais qui résume vraiment très bien toute la polémique autour de ce livre. Je vous invite à aller le voir. Mais quelque chose que je trouvais particulièrement intéressant dans cet article dont je voulais parler, c'est qu'apparemment il y a eu des choses qui étaient fausses dans la description parce que je crois que ça se passe dans un camp. Je n'ai pas lu le livre donc je ne peux personnellement pas vous dire. Mais ce qui était particulièrement intéressant, c'est que le problème, c'est pas forcément que ça colle à la réalité le plus possible, mais c'est le problème que certaines choses ont été invraisemblables. Cet article a cité un historien qui s'appelle Tal Brutman, je ne sais toujours pas comment prononcer le nom des gens, tant pis, et qui nous dit que le problème, c'est qu'il y a eu énormément d'aspects de ce livre qui sont invraisemblables. J'ai trouvé intéressant parce qu'il nous dit en fait, on n'est pas obligé de coller à 100% à la réalité, de faire des choses 100% factuelles, mais il faut que ça reste dans quelque chose de vraisemblable. Donc on voit que des experts en la matière, donc un historien dans ce cas-là, ne sont pas opposés à la liberté artistique, mais que cette liberté artistique, ce divertissement, doit avoir des limites. Le dernier exemple dont j'aimerais vous parler, c'est un manga qui s'appelle Attack on Titans, donc manga et animé. J'ai regardé l'animé. Si vous n'avez pas encore lu les livres, si vous êtes en train de regarder la série, vous pouvez sauter cette partie à la conclusion directement. Je mettrai des repères temporels dans la barre d'infos pour que vous puissiez sauter parce que je vais devoir spoiler. Parce que sinon vous ne comprendrez pas. Alors un court résumé, c'est un village où les gens vivent un peu comme enfermés. Il y a des grands murs très hauts qui les protègent des titans qui sont en dehors du village. Donc les titans, ce sont comme des humains immenses, mais aussi monstrueux, qui mangent les humains du village. Et là, vous allez me dire, ça n'a aucun rapport avec les juifs. En fait, si. À la saison 3, il y a des scènes qui rappellent très clairement les événements de la Shoah, et en particulier les ghettos. Enfin, moi, ça m'a fait penser en particulier aux ghettos polonais. Donc l'histoire semble correspondre. Le décor, on voit que les personnages portent un symbole donc sur leurs vêtements qui rappellent donc les étoiles de David que les juifs portaient, et la plupart des personnages ont des noms allemands. Donc c'est quand même, je trouve, difficile de ne pas voir le lien. Donc là, j'en viens au moment où je spoil la série, où je vais expliquer quel est le lien entre les deux. Donc il y a cette population oppressée qui rappelle très clairement les juifs dans les ghettos, et on fait, alors apparemment, ce peuple-là a quelque chose génétiquement qui fait qu'ils ont une certaine, comme un pouvoir, et le groupe oppresseur, on va dire, a fait des tests avec eux et a réussi, grâce à ce gène qu'ils ont, à les transformer en titans monstrueux. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi des titans qui sont doués d'intelligence, qui sont un peu en fait entre l'homme, qui ont toujours leur réflexion d'homme, mais qui ont cette force surpuissante qui peut leur permettre de, comment dire, de revenir et de venger les oppressions qu'ils ont subies. Donc c'est extrêmement, comment dire, original comme histoire. Je ne sais pas qui s'est levé un bon matin et s'est dit que, je sais pas, parfois il vaut peut-être mieux pas être trop créatif. Bref, j'ai discuté avec une personne qui avait vu aussi la série et qui a été choquée aussi parce que j'ai trouvé ça choquant personnellement. Je trouve ça choquant d'utiliser ça comme ça, mais j'y reviendrai.
Et ce que je trouve intéressant, c'est que la personne m'a dit « Mais je suis pas sûre que ça a été fait avec de mauvaises intentions. » Et effectivement, j'ai l'impression que dans la série, c'est plutôt pour montrer, regardez ce peuple oppressé qui a la force en lui de revenir et de... pas prendre sa revanche, mais de casser cette oppression en fait. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de positif, enfin qu'ils ont essayé de faire quelque chose de positif, mais je pense que c'était quand même extrêmement maladroit et c'est pas parce qu'on n'a pas de mauvaises intentions, voire de bonnes intentions, que c'est approprié. Je vous mettrai en barre d'infos un article que j'ai trouvé sur un blog geek, donc il parle notamment de manga, d'une personne qui est juive américaine, l'article est en anglais, et qui parle donc de la série et de ses sentiments concernant la série. Donc en soi, j'ai apprécié cet animé, j'ai trouvé que c'était original, ça m'a plu, mais quand je suis arrivée à la saison 3 et que j'ai vu ça, je dois vous dire que j'ai été vraiment très refroidie. À la base, je comptais faire une vidéo de 5 mangas et animés que je recommande, et j'ai changé d'avis, parce que justement, à cause de ça, c'est quelque chose qui me dérange trop. D'après l'article que je viens de mentionner de cette personne américaine juive, certaines personnes ont pensé que la série était antisémite. Elle, qui a écrit l'article, ne voit pas d'antisémitisme là-dedans et elle parle même de résistance juive, donc d'une représentation de résistance juive. Je suis assez d'accord avec ça. C'est aussi personnellement quelque chose que j'ai vu, j'ai pas vu d'antisémitisme et c'est aussi l'impression que j'ai eue de résistance juive, de reprendre le contrôle et de combattre une oppression totalement injuste. Malgré tout, je pense que les producteurs, je sais pas si on dit comme ça pour un animé, mais les personnes qui ont été à la base de cet animé-là et de ce manga ont été extrêmement maladroits. C'est pour moi vraiment un exemple parfait de la trivialisation de périodes historiques difficiles, surtout quand on pense que c'est même pas leur histoire en fait, parce que ça a été fait donc par des Japonais, et je me dis, si vous voulez utiliser les souffrances d'un peuple comme base d'un divertissement fictionnel, regardez dans votre histoire, vraiment vous en avez. Si vous connaissez un peu l'histoire du Japon, vous savez que ils ne se sont pas toujours comportés comme des anges. Donc je pense en plus pas besoin d'aller chercher chez les autres. Nous arrivons donc à la conclusion de cette vidéo. Je vous ai donné des exemples qui sont vraiment très différents les uns des autres. Et je vais maintenant donner mon avis final quant à la question que je me suis posée en début de vidéo. Est-ce qu'il est approprié d'utiliser la Shoah, ou même un événement historique traumatique tel que la Shoah, dans la fiction? Et si oui, comment on peut faire ça de façon à ce que ça reste approprié? Il est bien sûr impossible pour moi de vous donner une réponse fixe, c'est comme ça et puis c'est tout, qui conviendra à tout le monde, parce qu'on a tous une sensibilité différente. Donc je vais tout simplement vous donner mon avis personnel. Le premier point, est-ce qu'on peut utiliser une période historique difficile dans la fiction? Personnellement, je pense que oui. Je pense qu'on peut se servir d'une période historique difficile comme base de fiction, qu'on peut raconter l'histoire d'une personne qui a réellement existé, qui a vécu des choses difficiles durant cette période historique-là. Je pense aussi qu'on a le droit de faire quelque chose de divertissant quand on utilise une période historique difficile comme base. Malgré tout, je pense que cet aspect divertissant ne doit pas prendre le pas sur le respect de l'histoire et le respect des victimes. La véritable difficulté, c'est dans la deuxième partie de la question, comment on fait. Ce qui peut être vraiment difficile, c'est de trouver un équilibre sain entre fiction et histoire qui ne trivialise pas ce qu'ont vécu les victimes. On n'est pas obligé de décrire ces événements-là forcément de manière réaliste, on peut le faire de manière métaphorique, on peut le faire sous forme de fiction de fantasy, de fiction de science-fiction, mais si on si on a recours à quelque chose de plus réaliste, pour moi personnellement, je pense qu'il est important de coller autant que possible aux faits. Je vous ai parlé d'un historien un peu plus tôt dans la vidéo qui disait pour lui, ce qui était vraiment important, c'est que ça reste vraisemblable. Pour moi personnellement, si donc ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait subjectif, c'est mon avis personnel tout à fait subjectif. Si un auteur, une autrice décide d'écrire un livre et de décrire les choses de manière réaliste,
j'aimerais qu'il soit au plus proche de la réalité et des faits historiques. Donc bien sûr, il y a une discussion à avoir là, mais je pense que si une personne s'éloigne un peu des faits, mais reste quand même dans le vraisemblable, ça ne sera pas forcément vu comme un manque de respect aux victimes, comme la trivialisation de l'histoire. Je pense que même si des personnes sont plutôt comme moi et préfèrent lire quelque chose qui reste très proche de la réalité et des faits historiques, je ne pense pas que ça scandalise quelqu'un si la personne qui crée cette fiction prend certaines libertés, mais des libertés qui restent dans le vraisemblable et qui respectent une certaine forme de réalité tout de même. La vidéo touche donc à sa fin. C'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui, c'était en plus une thématique très délicate, très difficile, mais dont j'avais vraiment envie de vous parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné une perspective intéressante sur la question. Et surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Si vous avez d'autres exemples que vous avez trouvés bien faits ou que, au contraire, vous avez trouvé plutôt irrespectueux, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires. Et je vous dis à une prochaine vidéo.